Donc 5 questions, et en fait dans les questions, il y avait beaucoup de questions. Quoi de neuf dans la dermatite atopique en une question, sachant que la dermatite atopique est quelque chose qui est en plein boom actuellement. Donc je vais vous aborder 3 points. La dermatite atopique tête et cou peut être traitée par antifongique. Il est confirmé que les émollients administrés dès la naissance réduisent le risque de développer une dermatite atopique. Plusieurs biothérapies ont été développées dans l'ADA. Des traitements anti-JAK sont efficaces en crème et en héperos. Anti-JAK sont des anti-Janus kinases, qui est un peu un groupe de molécules à la mode. Et les dermocorticoïdes vont bientôt être dépassés avec toutes ces nouvelles thérapeutiques. Je vous laisse réfléchir. Vous avez répondu. Donc il y en a 3 qui sont vrais et on va les voir. Et les dermocorticoïdes, ça reste et ça restera très longtemps le traitement de référence de la dermatite atopique. Donc, juste un mot sur le polymorphisme phénotypique, on y vient de plus en plus. On a les dermatites atopiques généralisées. De plus en plus, on parle de dermatite atopique localisée, les mains, les pieds, les pulpites, la tête et cou. Et c'est celle-là qu'on va voir là. Et on a des formes frontières comme le prurigo atopique qu'on classe parfois dans les dermatites atopiques. Et donc, dans la forme tête et cou, actuellement, de plus en plus, c'est mis en cause les malacésias, et pas que le malacésia furfure. On a des arguments immunologiques, type humoral ou de type cellulaire. On va suspecter l'association surtout chez l'adolescent où ces dermatites atopiques se transforment sur une prédominance céphalique. Et maintenant, il est montré l'intérêt des traitements antifongiques dans ces formes très spéciales qui peuvent être oraux, qui peuvent être en crème, qui peuvent être one-shot, qui peuvent être séquentiels, qui peuvent être sur 1 semaine ou 3 semaines. Donc ça, c'est pas très bien codifié, mais il faut savoir y penser, notamment chez l'adolescent. Deuxième point, les émollients en prévention primaire, des premières études sont extrêmement emballantes. Et maintenant, à date d'une dizaine d'années, une étude japonaise, une étude anglaise avait montré que les émollients donnés très précocement sur des petites cohortes réduisaient le risque de développer une dermatite atopique dans des populations à risque. Donc très intéressant, ce d'autant qu'on avait un substratum physiopathologique, puisque vous savez que la filagrine, qui assure la cohésion des kératinocytes, quand elle est mutée, il va y avoir une perte de cette cohésion, et l'idée c'est que les émollients restaurent un peu cette cohésion. Donc super intéressant, et boum badaboum, c'est tombé depuis 1 an, des grandes études sur des milliers d'enfants cette fois-ci, une grande étude anglaise sur des enfants à risque, une grande étude scandinave sur des enfants tout venant, et il n'y a aucun intérêt de traiter précocement par émollient. Donc c'est un peu une déception, parce que c'est l'intérêt comme des émollients, c'est que c'est absolument non dangereux, il n'y a aucune toxicité des émollients. Et donc, aucun intérêt en termes de fréquence de dermatite atopique et en termes de sévérité de la dermatite atopique. Donc, on avait des études intéressantes, alors c'était confirmé par une méta-analyse, et maintenant, les grandes études qui devaient confirmer ont infirmé finalement l'intérêt de cette thérapeutique. Troisième actualité dans la dermatite atopique, on est en plein boom thérapeutique. On a eu ce grand boom en dermatologie dans le psoriasis il y a 20 ans, qui continue ce boom. Et alors là, en 3 ans, c'est un truc exceptionnel. On a des biothérapies, des anti-Janus kinases péros et bientôt des anti-Janus kinases en crème, le ruxolitinib, qui arrive, qui marche remarquablement bien. La grosse limite, c'est leur coût. Et même en France, ça a du mal à percer. Par exemple, il y en a un qui est l'abrocitinib, qui n'aura pas l'AMM à partir de 12 ans en France parce qu'il y a des études préliminaires qui posaient des problèmes. Donc, c'est en plein boom. Ça va coûter la peau des fesses, et il faut savoir que les anti-JAK, il y a beaucoup d'angoisse autour notamment du risque carcinogène, et mettre un anti-JAK chez un enfant de 6 mois, d'1 an ou de 2 ans, finalement, ça va peut-être poser des problèmes, et donc on va rester sur les dermocorticoïdes, comme je vous l'ai dit, pendant encore bien longtemps. On sait les manier, on sait que c'est pas dangereux, on peut tartiner l'enfant, il n'y a pas de problème, et ça marche remarquablement bien. Il faut savoir que les anti-JAK, ça marche en 1 semaine, quand un dermocorticoïde marche en combien de jours ? 1 jour. Si vous mettez le bon dermocorticoïde, en 24 heures, 48 heures, l'enfant ne se gratte plus. Donc, ça ne remplacera pas les dermocorticoïdes. Deuxième question, comment... Donc, c'est vicieux, là. En 2 questions en une. Comment reconnaître et traiter un psoriasis de l'enfant ? La question, pour moi, c'est vis-à-vis de la dermatite atopique chez l'enfant. Ça touche plutôt les convexités chez le grand, c'est très prurigineux. La plaque de psoriasis est bien délimitée, et 2 questions sur le traitement. Le traitement en cure courte est suffisant le plus souvent, et les émollients sont très utiles, voire indispensables. 5 secondes de réflexion. Vous avez répondu dans votre tête. Donc, les 3... alors, c'est pruriginé, c'est très souvent pruriginé, mais pas très prurigineux, contrairement à la dermatite atopique. Et contrairement à la dermatite atopique, le traitement, c'est un traitement de longue haleine dans le psoriasis. Et bien souvent, finalement, quand je vois des... Non, ne mettez pas ça, s'il vous plaît.
La régie? Oui, merci. Très souvent, quand je vois des prescriptions dans le psoriasis, c'est fait par analogie à la dermatite atopique. Et quand on traite un enfant pour un psoriasis, on fait une ordonnance pour 3 semaines, pour 1 mois. Donc, comment diagnostiquer? Bon, maintenant, on a des études comparatives des enfants avec DA et psoriasis. Donc, le psoriasis débute plus tardivement. On a des zones plus caractéristiques chez l'enfant, comme le cuir chevelu, le siège. On n'a quasiment pas d'atteinte du siège dans la dermatite atopique. Il y a du prurite, certes, mais il n'est pas insomniant, contrairement à la dermatite atopique. Les dermocorticoïdes, ça fonctionne très bien dans les deux, mais il faut des très forts ou des forts pour contrôler le psoriasis, alors qu'on peut se contenter de faibles. Moi, je n'utilise jamais de faibles. Mais les forts la dermatite atopique est très corticosensible. On a des antécédents familiaux de 30 à 40% des cas dans le psoriasis et dans plus de 3/4 des cas d'antécédents atopiques en cas d'atopie. Bon, on a tout le florilège de signes cutanés qu'on a dans la dermatite atopique qu'on ne va pas retrouver dans le psoriasis. Et on a des localisations caractéristiques, donc les convexités, les oreilles, le cuir chevelu, par exemple, pour l'enfant, alors que le visage est plus souvent atteint dans la dermatite atopique. Donc ça, c'était une étude en vie réelle. Et les Anglais ça fait des années qu'ils publient dans le British Journal of Dermatology, qui est quand même c'est le top 3 des revues de dermatologie. Ils sont en train de créer des critères diagnostiques pour diagnostiquer le psoriasis. Et là, je sens qu'on va avancer, puisque... Alors, on sent des gens avec qui je m'entends de mieux en mieux, donc c'est un peu difficile de les critiquer, mais quand même. Comment faire le diagnostic de psoriasis? Maladie à critères, plaque érythématosquameuse et fax d'étension des coudes et des genoux. Je pense que les cardiologues, les gastro-entérologues auraient fait ce diagnostic. Ça, c'est destiné à des dermatopédiatres. Des plaques érythémato-squameuses sur le tronc déclenchées par une angine ou une autre infection. Oui, mais c'est vrai pour le pityriasis rosé de Gibert, c'est vrai pour le parapsoriasis, qui est un des diagnostics en gouttes, qui est un des diagnostics différentiels du psoriasis en gouttes. Des plaques en gouttes typiques sur le tronc ou les membres, des plaques en gouttes typiques, atypiques. Donc je ne vois pas en quoi ces critères sont intéressants puisque c'est typique. Donc moi, ça me gêne un peu et je ne suis pas fan de leur... Et pourtant, ça fait des super papiers. Donc en pratique, identifier la lésion élémentaire. Le pso typique, c'est une plaque érythémato-squameuse bien limitée à squame épaisse et peu prurigineux. Ça, on l'a appris quand on était étudiant, c'est toujours valable. Il y a des variations chez l'enfant. Ça touche les zones bastions. Classiquement, chez le grand enfant, c'est les coudes, les genoux, le cuir chevelu, les lombes, la zone prétibiale. On va chercher d'autres localisations. Dans 30% des cas, on trouve une atteinte inguéale et dans 10% des cas, on trouve une langue géographique. Il semble qu'on soit dans 1% des cas, dans la population générale, par exemple, de langue géographique. Donc, ce sont des petits arguments. Les antécédents familiaux, l'absence relative de prurite. Un enfant qui est couvert de plaques de pso et qui dit « je me gratte un petit peu, ça ne m'empêche pas de dormir », ce n'est pas un eczéma. Le test thérapeutique, 24-48 heures pour calmer une dermatite atopique, 2, 3, 4 semaines pour calmer un psoriasis. Et puis, on peut être patient, il n'y a pas d'urgence à faire le diagnostic. Quant au traitement, en une seule diapositive, c'est dans les psoriasis dits légers, à vous de les classer. Là, l'enfant que je vous montre n'est certainement pas un psoriasis léger. C'est toujours dermocorticoïde fort, plus ou moins vitamine D, c'est le Devobet. Je ne sais pas s'il est disponible au Maroc, nous on l'utilise beaucoup. Et maintenant, je crois qu'il faut vraiment garder ce réflexe. Quand vous prescrivez des dermocorticoïdes, ne mettez plus jamais de durée, sauf pour les gens qui ne comprennent rien. Mettez jusqu'à disparition complète des lésions et vous expliquez ce que c'est qu'une disparition complète des lésions. Pourquoi traiter 5 jours une dermatite atopique quand il faut 2 jours? Pourquoi traiter 5 jours un pso quand il en faut 15? Donc, si vous mettez jusqu'à disparition complète, ça marchera toujours. Adaptez la galénique. Si vous ne savez pas, mettez toujours de la crème, ça marche tout le temps. Et toujours des émollients, comme dans la dermatite atopique. Pourquoi? Ça va réduire les squames, ça va réduire le prurite. Le prurite est une source de grattage et le grattage entretient le psoriasis. Et ça, les associations de patients nous en parlent très souvent. Les émollients, c'est indispensable dans le psoriasis de l'enfant. Dans les psoriasis modérés à sévères, on passe à des traitements systémiques. Et ça, je vous conseille de les adresser plutôt à des dermatologues. Et moi qui travaille beaucoup sur le psoriasis de l'enfant, même les dermatologues ne sont souvent pas à l'aise pour initier des traitements systémiques, type acitrétine, méthotrexate. Je crois que le méthotrexate est disponible mais pas remboursé au Maroc, je crois. L'acitrétine, pareil, difficile d'accès. Donc en fait, vous êtes rapidement en impasse thérapeutique. Et s'il y a un mot-clé à retenir, c'est longtemps. Il faut persévérer. Quand on met un traitement systémique, on part pour 6 mois, on part pour 1 an. Quand on met un traitement local, on part pour 3 semaines, pour 4 semaines. C'est vraiment le mot-clé. Troisième question, quel traitement pour l'angiome? Alors j'ai compris, en sous-entendu, l'hémangiome du nouveau-né et du nourrisson, parce que si on fait tous les angiomes, ça ne va pas tenir en 5 minutes. Propranolol, corticoïdes oraux, dermocorticoïdes, laser, interféron, abstention.
Alors je vous rappelle, c'est en 2022, hein, c'est pas l'histoire des traitements des hémangiomes, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est bon? Propranolol, laser, abstention. Le plus souvent, dans 95% des angiomes, on ne fait rien, des hémangiomes, on ne fait rien. On va voir les indications rapidement. Le propranolol, c'est le traitement de référence. Le laser, ça a encore sa place, ça peut avoir un intérêt antalgique sur les hémangiomes ulcérés, et ça peut avoir un intérêt tardivement si on a des séquelles vasculaires avec des vaisseaux trop visibles sur des séquelles d'hémangiomes. Donc le laser a encore sa place. En 2022, on n'utilise plus de corticoïdes, on n'utilise plus d'interférons, on n'utilise plus de vincristine par exemple. Parfois on utilise du dermoval, mais il ne faut pas le retenir. Donc je vous rappelle le propranolol, hein, c'est l'indication hémangiome qui entraîne un risque vital ou fonctionnel, un hémangiome obstructif d'une paupière, un hémangiome obstructif d'une oreille, on va le traiter, c'est une urgence, l'enfant risque d'avoir une cécité monoculaire ou une surdité unilatérale. Dès que c'est ulcéré, douloureux et qu'on n'arrive pas à le traiter simplement, on traite, et là vous avez des exemples, je ne vais pas dire très beaux, des exemples un peu triste malheureusement, mais vous voyez cette ulcération épouvantable axillaire, ça se traite, c'est une urgence, ce sont des soins qu'on faisait sous Nubin. Hein. Et en une semaine, la douleur a été contrôlée avec le propranolol. Et avec risque de cicatrice permanente ou de défiguration. Et ce matin, on me disait que je monte souvent des dossiers marocains, effectivement, celui-là c'est de Dalila Ben Lassen, de Casa, qui m'avait envoyé ce cas-là. C'est malheureusement un peu trop tard parce qu'on aurait dû le traiter très tôt. Les hémangiomes Cyrano, on les traite très tôt parce que cela risque de déformer la pointe du nez en entraînant une abrasion des cartilages alaires. Donc ça, ce sont des urgences. Ça, il faut le traiter aussi. C'est un hémangiome ulcéré de la lèvre. Deux problèmes. L'ulcération qui va être très difficile à traiter en endobuccal. Et l'autre problème, c'est que ça risque de donner une anomalie de la lèvre avec un excès de peau sur la lèvre, ce qui peut être assez disgracieux. Donc voilà des exemples. Par contre, certains, on ne sait pas. Ça, est-ce qu'il faut le traiter? Moi, je pense que oui. Il faut le traiter parce qu'on a un risque de cicatrice médio-frontale et c'est pas très joli. Ça, je l'ai reçu, il était 1 an. Elle avait 1 an, cette petite. Elle a toujours une boule épouvantable à 3 ans. On aurait dû probablement le traiter plus précocement. Est-ce qu'on sait? Et là aussi, une question, par exemple, un gros hémangiome qui prend le bourgeon mammaire. On se pose toujours la question, parce que s'il y a ulcération et altération du bourgeon mammaire, on a toujours l'angoisse d'anomalie mammaire pour une jeune fille ultérieurement. Le chirurgien plasticien vous dit que ça peut toujours se corriger, je ne suis pas totalement d'accord. Et donc là, on va traiter volontiers précocement. Donc on n'a pas réponse à tout. Question suivante. Comment traiter la gale chez le nourrisson? On peut faire un traitement d'épreuve chez le nourrisson. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà fait des traitements d'épreuve chez un nourrisson? Ouais, d'accord. L'ivermectine peut être utilisé avant 15 kg. Le traitement doit être répété une fois entre J8 et J15. Tout le linge doit être lavé à 60 degrés. Oui? Qui a dit oui? Vous faites la lessive vous-même? Parce qu'il n'y a plus aucun vêtement qui se lave au-dessus de 40, je vous rappelle. Hein. Il n'y a plus de vêtements qui se lavent au-dessus de 40 degrés. Hein. Pour une gale commune, on traite tout le premier cercle. Oui, évidemment. On ne fait jamais de traitement d'épreuve chez un enfant. On va y revenir. Soit on traite tout le monde, soit on ne traite personne. C'est une ineptie de traiter une seule personne dans un foyer, que ce soit un adulte, un enfant, un nourrisson. Soit on traite tout le monde, on fait un traitement d'épreuve familiale, soit on ne fait pas de traitement d'épreuve. Donc, traiter le nourrisson de moins 15 kg, tout le monde, le premier cercle, c'est la famille. Mais méfiez-vous de la famille, parce que pour que la gale arrive, il faut qu'elle soit importée. Et en France, moi j'ai souvent vu des gales arrivant très précocement chez des nourrissons, et je ne sais pas pourquoi, c'est souvent le papa qui se grattait le premier. Je ne sais pas. Je ne ferai pas de commentaires, mais il faut bien expliquer que c'est une maladie à caractère sexuel. Et que s'il y a eu faute, nous ne sommes pas là pour juger, il faut traiter la faute. Alors, il y a des histoires un peu étonnantes. Moi, je me souviens d'une histoire où c'était la grand-mère qui amenait la gale, et la grand-mère, qui était veuve, avait un nouveau compagnon qui était à Montpellier. Et en fait, en reprenant l'histoire, la grand-mère surveillait les enfants une fois par semaine, mais jamais la grand-mère, son compagnon et la famille avaient été traités en même temps. C'est ça le premier cercle. Il faut vraiment traiter tout le monde. Le traitement local,
chez le nourrisson de moins 1 kg, soit le benzoate de benzyle, soit la permétrine. Linge plus environnement, pensez au siège auto, on passe beaucoup de temps dans la voiture, pensez aux poussettes, les enfants passent beaucoup de temps dans la poussette. 60 degrés ou un acaricide, soit de pharmacie, soit commercial, type le bégon anti-acarien, le Fulmagor, qu'on trouve en supermarché, qui marche très très bien. Et c'est simultanément toute la famille, tout le premier cercle, tout l'environnement. Et on va répéter à J8, J15. Alors, il est conseillé de revoir à 1 mois pour vérifier que la gale est bien 1 mois après le J8, hein, pour voir si on a bien traité, si c'est bien rentré dans l'ordre. Peut-on utiliser l'ivermectine avant 15 kg? Je dirais oui aujourd'hui. Hein, il y avait une grande étude française portant sur 170 enfants de moins de 15 kg, et maintenant il y a une revue systématique de la littérature qui est sortie concernant plus de 1000 enfants, issus de 15 études, des événements indésirables légers, aucun événement indésirable grave imputable à l'ivermectine avant 15 kg. Donc la conclusion, c'est qu'on n'a pas d'argument pour penser que, mais qu'il faut faire des études cliniques. Donc aujourd'hui, par exemple, nous, les gales hyperkératosiques du nourrisson, on les traite par ivermectine, J0, J3, J8, J15. Hein, même si l'enfant ne fait pas 15 kg. Point clé, ne jamais faire de traitement d'épreuve à une personne. On traite toute la famille ou on ne traite pas. Simultanément, J0, J8, moi je fais J8 pour des problèmes d'observance. Je pense qu'on se souvient plus la semaine suivante que 15 jours après. Et puis bien faire l'enquête sur le premier cercle, qui ont un ado, lui faire comprendre que s'il a une copine, il faut qu'elle se fasse examiner. Les verrues, dernière question, que faire des verrues? Les verrues, si elles deviennent très chroniques, sont oncogènes. L'abstention thérapeutique est une alternative. La cryothérapie est la première option chez le petit enfant. Les rebouteux ont toute leur place. L'homéopathie est intéressante pour traiter les verrues. Là, vous vouliez des réponses? C'est jamais oncogène. Hein. Les verrues des enfants ne sont jamais oncogènes, en dehors des transplantations d'organes avec immunosuppression long cours. La cryothérapie est la première option chez le petit enfant. Alors je l'ai barré, je sais que j'ai des collègues qui le font, je ne le fais jamais, je pense que c'est de la maltraitance à enfant. Ça fait horriblement mal, il faut en moyenne 3 applications à 15 jours d'intervalle. La première fois, l'enfant serre les dents, la deuxième fois, il hurle en entrant, la troisième fois, il hurle dans la voiture. Et quand les parents insistent, je leur dis « Ok, je fais à votre enfant, mais je vous le fais avant ». Alors je charge un peu, hein. Mais je charge suffisamment pour qu'ils comprennent que c'est vraiment très douloureux. Alors, les reboutons ont toute leur place, oui. Alors, il faut bien comprendre qu'est-ce qu'on traite hein, quand il y a une infection à papillomavirus. C'est ubiquitaire. Là, vous feriez des tests sur les tapis, sur votre peau, on trouve des papillomavirus. C'est non immunisant, il y a plus de 150 virus. Donc, on ne va pas se battre. C'est une infection localisée, toujours bénigne, sans risque de dégénérescence. La seule gêne, elle peut être fonctionnelle, ça peut faire mal, notamment sur des verrues plantaires. Il peut y avoir un retentissement social. Moi, j'ai des enfants qui étaient couverts de verrues, et je me souviens d'un qui se faisait appeler verrumane. Il y a une inquiétude vis-à-vis des piscines, parce que c'est contagieux. Enfin, j'ai jamais vu autant de chlore que dans une piscine. Hein. Je ne sais pas si vous allez dans des piscines, mais j'ai jamais vu autant de chlore, autant d'antiseptiques que dans une piscine. Et j'aimerais bien qu'on examine les pieds des maîtres nageurs sauveteurs. Je pense qu'on aurait des drôles de surprises. Il n'y a aucune restriction de pratique de la piscine en cas de verrue. Il y a un faible risque de transmission. Je vous rappelle que pour faire une verrue, il faut être en contact avec le virus sur une plaie. On ne fait pas de verrue si on n'a pas de plaie cutanée. Et il ne faut pas être immunisé. Ce sont les 3 conditions. Et le plus souvent, c'est spontanément résolutif, sauf dans ce type de cas comme ici, où on a une petite transplantée d'organes qui a des verrues épouvantables. Et ce qui m'a sauvé, c'est qu'elle a déménagé. Parfois, il faut se contenter de peu. Alors, les moyens, vous les connaissez. Et je dirais, plus on a de moyens, moins on a de moyens. Pour l'herpès, je ne vous parlerai que de l'aciclovir et du valacyclovir parce que c'est exceptionnel. Quand on fait une liste de moyens et qu'on a une vingtaine de moyens, c'est que rien ne marche, enfin, ou tout marche, mais de façon très aléatoire. Donc on peut détruire, cryothérapie, laser, électrocoagulation, chirurgie. On peut faire des kératolytiques ou mettre des kératolytiques ou des kératorégulateurs. Kératolytiques, c'est l'urée, c'est l'acide salicylique. Les kératorégulateurs, ce sont les rétinoïdes. Et conceptuellement, c'est intéressant parce que le papillomavirus se réplique avec la différenciation kératinocytaire. Et en mettant des kératorégulateurs, on va arrêter cette différenciation. En pratique, ça ne marche pas très très bien, mais ça permet de faire patienter. Les chimiothérapies locales, bléomycine, 5-FU, certains font des injections intralésionnelles de bléomycine. L'immunothérapie, l'imiquimod, ça ne marche pas. La sensibilisation par le DNCB, ça fait horriblement mal.
La médecine traditionnelle, le lait d'ânesse, l'ail, moi je suis breton et quand j'étais jeune on faisait une croix sur notre verrue et on l'enterrait dans le jardin. Le thé vert, le henné, j'ai vu aussi la bave d'escargot. Et ce qui est le plus important, c'est la suggestion probablement. Et je me souviens d'un de mes anciens patrons d'Henri Mondor qui disait que quand il voyait des verrues en consultation, il demandait à l'enfant de dessiner sa main, de dessiner les verrues sur le dessin et tous les soirs sur le dessin donner des coups de couteau. Et il semble que ça marchait. C'est pour ça que l'homéopathie, les guérisseurs, l'hypnose sont très très utiles et on peut aussi, en expliquant pourquoi, ne pas faire de traitement. Et persévérer, c'est un double intérêt de persévérer, 3 mois. D'abord, vous espérez que la verrue va régresser toute seule, et, ce qui est pas mal. Et en plus, comme vous n'avez pas beaucoup de traitements, vaut mieux attendre. Et surtout, tous ces traitements marchent très très doucement. Bonne soirée.